grande frange de la population est une population jeune. Et donc, si nous réussissons à capitaliser sur ce potentiel que la jeunesse a, n'est-ce pas, de transformer positivement nos sociétés, alors on aura gagné un très grand pas. Et c'est ça notre but, c'est ça le but de cet institut. C'est pour ça que ce thème, n'est-ce pas, a été trouvé, pour qu'on réfléchisse ensemble sur cette contribution positive de la jeunesse au développement de nos sociétés. Et j'espère, et c'est toujours ça le problème, vous voyez, c'est toujours le problème. Là, on est en train de discuter des choses éminemment sérieuses. Et vous voyez, on a lancé les invitations à tout le monde. Et regardez un peu combien y a-t-il de décideurs politiques parmi nous qui voudraient un peu comprendre, comme nous, comment est-ce que le mouvement Y en a marre, M23, etc., ont fonctionné, comment ils sont nés, etc. Ils ne sont pas là. Ça ne les intéresse pas. Et c'est là qu'on rejoint justement les exposés qui ont été présentés. Je crois qu'on vit en Afrique dans deux mondes. Le monde des politiciens, qui n'est pas seulement ces politiciens qui nous dirigent, mais ils ont leur monde à eux. Est-ce que ça les intéresse que de savoir comment les jeunes vivent, comment les jeunes se débrouillent, comment... Pas évident. Et puis il y a le monde de la majorité qui est là, silencieuse, qui essaye un peu de se prendre en charge, etc., et qui se cherche justement ce nouveau leader, ce nouveau dirigeant qui va l'écouter. Et ça, c'est vraiment triste. Mais continuons le travail. Nous espérons qu'en continuant à sensibiliser, comme nous le faisons à travers la musique, à travers des mouvements comme ceux-ci, peut-être qu'un jour, nous aurons enfin des dirigeants qui vont commencer à être véritablement du côté de la masse. Voilà. D'accord, il y a eu plusieurs questions. Les esprits, Y en a marre et la place des femmes, madame. C'est vrai que pas la nature, mais disons l'image que le mouvement a reflétée, en tout cas tel que c'était présenté dans les médias à ses débuts, ça a fait que les femmes étaient un peu frileuses de fréquenter ces rappeurs, pour expliquer le terme, je mets entre guillemets. Parce qu'on a vite pensé que c'était un mouvement de rappeurs. Et moi-même qui suis journaliste, je ne facilite pas la compréhension parce que souvent je m'habille comme eux. Alors que ça, c'était un hommage à Amical Cabral. Donc les gens ne comprennent pas. Donc ils ont pensé que c'est un mouvement de rappeurs, c'est un truc de mecs, machos. Et puis la plupart, nos premières activités aussi qui nous ont rendus visibles, c'était sur le terrain, c'était des contestations. Même si vraiment la première grande activité, c'est d'aller trouver les jeunes qui brûlaient des pneus dans les rues pour dire que non, ce n'est pas la meilleure manière. Organisons-nous, on peut être beaucoup plus efficace, non pas en brûlant des pneus, mais en étant beaucoup plus, dans des rassemblements beaucoup plus consistants et plus structurés et plus disciplinés. La première chose que j'ai apprise sur les assises nationales, parce que j'étais journaliste et j'ai tout couvert, tout, du début à la fin. Et en même temps, je regardais le parti au pouvoir. J'allais à leurs manifestations. Et j'ai dit très vite que le parti au pouvoir, là, le PDS va perdre les élections locales et les prochaines élections présidentielles. Parce qu'au moment où l'opposition s'organise avec d'autres forces, et ils étaient en train de se quereller, de se déstructurer. Et partout où les gens se structurent, ils déstructurent l'autre entité en face qui n'est pas structurée. C'est pour ça d'ailleurs que les Blancs nous ont colonisés, parce qu'ils étaient organisés et structurés, et nous, on était des villages éparpillés, très déstructurés. Donc c'est des leçons de l'histoire. Donc de la même manière, on a cherché d'abord à structurer, organiser. Et donc, parmi ces esprits, nous, on a les esprits Y en a marre. Ça répond à toutes les préoccupations, jeunesse et développement. Parce que si on disait ce qu'on fait dans ces esprits-là, avec les noyaux d'initiative, les chantiers, comment on crée des richesses, comment on donne du boulot, comment on crée de petites sociétés, de petites entreprises, comment on monte les projets, vous allez comprendre plein de choses. Mais ce n'est pas le moment, on n'a pas le temps pour ça. Mais dans ces esprits-là, on essaie de corriger et de dire il faut au moins 10 femmes sur 25 membres. On les encourage. Et nous avons créé dernièrement un esprit, on ne l'a pas appelé genre, mais justice et équité. C'est composé que par des femmes. Et elles ne portent pas des combats genre, mais elles portent des combats citoyens et de l'action citoyenne. Tout ce qui se fera au niveau de l'Observatoire de la démocratie, c'est un de nos chantiers, ce sera porté par les femmes qui sont en train d'être formées au niveau de la Fondation Frédéric Ebert. Et elles vont faire la réplication au niveau des différents esprits dans le pays et monter les projets. On ne dit pas oui, femmes, c'est bon pour les femmes. Non.
elles sont directement actrices. C'est ce qu'on cherche à faire. Mais c'est petit à petit qu'on le fait et peut-être ça donnera des résultats. L'autre question, c'est par rapport, je vais faire très vite, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, protection de l'environnement. Sur les chantiers de l'environnement, nous avons un grand chantier que nous appelons chantier de l'environnement, qui fonctionne comme un bureau à part, qui ne s'occupe que de l'environnement. Ça fait déjà des reboisements, vous l'avez vu dernièrement à Tambacounda. À Kaolack, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets plastiques, etc., etc. Parce que nous, ce sont les esprits qui déterminent leurs priorités, vraiment en termes d'environnement, santé et tout. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a... Mais c'est différent. Vous comprenez un peu comment Y'en a marre marche. Avec les esprits, vous comprendrez qu'on est sur différents points. Mais sur l'environnement, quand même, j'ai juste une chose. Je ne sais pas si la presse est là. Parce que je ne voulais pas trop en parler devant la presse. Nous avons pris la VDN. Juste un exemple. Nous avons pris la VDN. Nous avons dit qu'à Dakar, il manque d'espace citoyen d'abord et ensuite d'espace vert. Tout est commerçant. Alors, comme il y a une bande sur la VDN, on va essayer d'en faire un espace vert et citoyen. Le reboiser, vraiment faire tout ce qu'il faut, qu'il y ait de verdure et tout, et en même temps permettre aux jeunes de faire du rolling, etc., etc. En tout cas, pas commerçant. En même temps, Total, depuis longtemps, une multinationale cherche à avoir 2 stations d'essence sur la zone. Actuellement, il y a une grande bataille entre l'État du Sénégal qui soutient le projet-là et Y'en a marre, qui n'a même pas de récépissé parce qu'on ne lui donne pas encore son récépissé pour pouvoir avoir des financements et faire son espace vert. Mais nous allons quand même le faire. Forte détermination, un grand engagement, nous irons jusqu'au bout. On va le faire en tout cas, on ne permettra pas à des multinationaux de s'installer là-bas. Si demain Dakar s'agrandit, moi en Chine j'ai vu des routes, des boulevards sur presque des vingtaines de mètres, comme ça. On rêve ça pour Dakar, mais si on met tout de suite des espaces, on met tout de suite des... Demain, on aura... Qu'est-ce qu'on réserve pour demain? Il faut penser à demain. C'est comme ça que... C'est pourquoi nous pensons, nous, qu'il faut faire des espaces verts et on va le faire, on va se battre pour l'avoir. Mais c'est juste un exemple. Il y a d'autres projets sur plein de pays, plein de régions du pays où, de manière spécifique, actuellement je vous parle, avec Gandiol, l'école citoyenne de Gandiol. On a une école citoyenne à Gandiol où on s'occupe que de l'érosion maritime, côtière. Parce que durant les inondations de 2005, ils avaient ouvert une embouchure qui a fait... Bon, c'est un long truc, j'avance, voilà. Non, non, c'est pas vous avez raison. Voilà, et même à Joal aussi, les régions côtières. Donc sur chaque zone, en fonction de l'esprit Y'en a marre qui est implanté, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut articuler les chantiers en fonction de nos besoins en environnement, en tel, en tel, en tel. Objectif 2022, inquiétude si on n'y arrive pas. L'essentiel, c'est de commencer. Ce n'est pas parce que la tâche est tellement énorme qu'on va croiser les bras et dire oui, nous, on ne va pas y arriver. Mais ce n'est pas vrai, on va y arriver. En 2022, on aura des nouveaux types de Sénégalais qui vont déjà, nous, on n'a pas la prétention d'être des NTS, c'est un idéal, mais on tend vers. On va arriver à avoir des Sénégalais qui arrivent à l'heure. Les Sénégalais savent se débarrasser d'un mauvais président. Mais comment élire un bon président? On va essayer d'y arriver à ce stade-là. Parce qu'ils seront formés au préalable, parce que les questions seront... Des gens comme Malal Talla savent dire aux mamans qui vendent des guettes à tchaf, les vendeurs de cocoyettes à coin, des vendeuses de cocoyettes là. Malal, lui, il sait les parler pour leur dire que oui, c'est les 5 francs que vous cotisez pour duty qui permet à Macky Sall de voyager et de mettre du carburant dans son avion. Et elles comprennent vite. Comme ça, on aura des... Voilà, mais c'est en tout cas une perspective que nous avons et nous allons travailler à y arriver. Si on ne parvient pas, on aura essayé au moins. Tout à l'heure, Mme Cissé a parlé de financement. J'ai l'habitude de rappeler que la grande muraille de Chine, ce n'est pas avec de l'argent que les Chinois l'ont fait. C'est avec du génie et de l'engagement. Tous les pays développés, ce n'est pas de l'argent au départ. Les Européens, ils n'avaient rien au départ. Mais c'est le génie et l'engagement qui a transformé leur société, qui a transformé les ressources, mutualisées, capitalisées, organisées, structurées, en fonction de ce qu'ils sont, ils ont parvenu à quelque chose. Et pourquoi pas nous? Et pour ça, je suis désolé, on n'arrivera pas, on n'attendra pas de définir d'abord dans des cadres méthodologiques avec une concept note, etc., etc., pour conceptualiser le NTS avant de le mettre en application. Eh bien non, on démarre tout de suite. Il appartiendra aux universitaires, aux chercheurs et autres gens de faire, de codifier tout ça, de l'expliquer. Dernièrement, j'ai rencontré le professeur Ibadet Thiam dans une conférence comme ça à Frédéric Ebert. Il a fait une excellente réflexion sur le nouveau type de Sénégalais qu'il aurait cru, lui. Mais c'est parfait, c'est très bien. Et il le fait en même temps, à la fin, à la conclusion, il dit à qui incombe aujourd'hui le droit, en tout cas, de poser ou bien de déterminer les contours du nouveau type de Sénégalais.
Je lui dis, mais les scientifiques, c'est aux scientifiques de le faire. Nous, on exprime des besoins. L'aspiration à arriver à un modèle de citoyenneté au Sénégal a une qualité de citoyenneté capable de se prendre en charge et de ne plus confier nos destins aux seuls hommes politiques. C'est une aspiration que nous avons en tant que jeunes. C'est à vous, en tant que chercheurs, de nous dire à partir de ce que vous voulez, compte tenu de l'histoire du Sénégal, compte tenu des réalités sénégalaises, voilà ce que seront les contours et compte tenu aussi de la réalité, ça dit tout, notre culture. Ce ne sera pas forcément des gens qui ont des jungles comme les rappeurs, c'est discutable, mais ce sera au moins quelqu'un qui appelle chat par chat et non pas chat lion. Voilà, mais c'est autour de cette réflexion-là et de ces échanges-là que vous allez faire des propositions. Et nous aussi, qui sommes dans le mouvement, qui sommes des journalistes et autres, essayons d'écrire. Les rappeurs, ils écrivent l'histoire du mouvement à partir de leurs CD, à partir de leur production musicale. Nous, de notre côté, on est en train de faire des efforts pour écrire aussi et codifier à partir de nos expériences, à partir des visions que nous avons et de l'espoir que nous voulons, en tout cas de ce que nous voulons faire, de l'écrire et à vous de le conceptualiser. Et c'est comme ça, dans tous les pays du monde, les grands changements, c'est comme ça que ça se passe. La Renaissance en Occident, c'était comme ça. C'était un mouvement artistique, culturel, des peintres, des littéraires, etc. Et après, les scientifiques, les philosophes, ils codifient. Et les politiciens, ils le managent après. Ils viennent à la fin du processus pour dire « oui, nous sommes les acteurs de la Renaissance », alors que non, c'est un mouvement social d'abord. Et ce qui est en train de se passer au Sénégal, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et chacun y met, voilà, chacun contribue. Ne pas le laisser au seul yanamariste, mais se dire que chacun est yanamariste et de créer de nouveaux types partout, des étudiants. Et ça me permet de répondre à la question. Le rôle des étudiants, l'esprit de l'UCAD, malheureusement, il devait même être là. Parce que ces genres de conférences, c'est l'esprit de l'UCAD qui devait l'animer. Mais nous avons un esprit qui s'est signalé depuis le départ. Les esprits, c'est les démembrements du mouvement dans les localités. L'esprit de l'UCAD, dernièrement, ils sont en train de développer le nouveau type d'étudiants. C'est à leur niveau. Et ils devraient jouer un autre rôle d'avant-gardiste, d'explication et d'écriture et tout. Mais malheureusement, nous savons que l'Université de Dakar est ce qu'elle est. Et les étudiants avec, ils nous suivent. Ils ont joué un grand rôle le 23 juin parce qu'ils ont dirigé un groupe pour nous rejoindre à la place Soweto. Ils ont joué un grand rôle, mais le véritable rôle que les étudiants devaient jouer, ça tarde à venir, mais je pense que c'est à l'image de l'université, comme les professeurs, comme à tous les niveaux de notre société. Mais il faut que nous les booste et nous, on essaie à chaque fois de les organiser. C'est-à-dire qu'il faut que nous proposions quelque chose. Même quand on écrit, nous, une déclaration ou un texte, on demande aux étudiants de nous faire un draft, de nous écrire quelque chose d'abord, pour les faire participer. Mais après, malheureusement, ils écrivent Malal Tala, qui est le rappeur, il dit non, mais ça, et parfois on le change, on écrit, mais on leur remet toujours le texte pour qu'ils progressent, pour qu'ils avancent. Voilà, on essaie de les pousser. Donc, pourquoi le contenu du NTS? J'ai déjà répondu. Pourquoi ça marche au Sénégal? Pourquoi ça marche au Sénégal? Peut-être les historiens ou les sociologues. Mais moi, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une longue sédimentation de frustration. Mais aussi, c'est le fruit d'une longue conquête citoyenne. Bien avant l'indépendance, après l'indépendance, tout ce qui s'est passé, toutes ces voix étouffées, toutes ces aspirations manquées, toutes ces alternances dévoyées. La dernière, bon, j'espère que celle-ci ne sera pas comme l'autre. Tout ça a fait qu'à un certain moment, les gens ont dit, mais en même temps, nous avons eu aussi ça. C'est vraiment une des chances du Sénégal. L'administration reste quand même impartiale. Nous avons une administration, nous avons aussi une armée qui reste très républicaine. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'on est arrivé à permettre à des jeunes de s'exprimer. Même Abdoulaye Wade, s'il voulait nous casser, il y avait une justice quand même qui refusait tant bien que mal à le suivre aveuglément. Nous avions aussi une police, quoi que l'on puisse dire, qui n'a pas voulu écraser de manière avec des... pas brutalité, parfois ils ont été brutaux, mais disons qu'il n'a pas voulu encagouler le soir, venir pour aussi ou tuer. Sinon, toutes les tentatives qu'il y a eu ont été démasquées à chaque fois aussi. Et une presse qui a su être là et rendre compte automatiquement. Mais aussi, il y a le contexte mondial. Y'en a marre est né dans la nuit du 15 au 16 janvier. Ben Ali tombait en Égypte le 14. Et aussitôt, quand on a commencé, les médias internationaux ont pensé « Ah, ça va être comme la Tunisie ». Ils ont braqué le projecteur sur nous. Et Wade le disait, il a paru très vite la bataille sur l'international parce que nous, on était présents sur l'international pour
Et s'ils commençaient à nous toucher, c'est RFI tout de suite qui l'appellent. Malheureusement, ils sont sensibles qu'à ces médias. Ou CNN qui lui dit qu'est-ce qui arrive à Fou Malade, ils regressent. Ça nous a protégés. Donc c'est tout un facteur qui a fait que, mais en bout du compte, c'est le peuple sénégalais, c'était le fruit de tout ce que ce peuple a eu à faire en tant que conquête citoyenne, mais aussi en tant que frustration accumulée et qu'il fallait que ça explose un jour. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, c'est fait, Y'en a marre. Wade est parti, mais on doit refuser, comme l'a dit tout à l'heure Cheikh Dieye, à jouer la même symphonie, même si l'équipe change. La musique doit changer. Mais pour que la musique change, il faut que chacun de son côté joue pleinement son rôle. Et c'est en ça que Y'en a marre dit qu'il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités désertées. Mais il faut que chacun identifie sa responsabilité à son niveau. Chacun ses responsabilités à son niveau. Et de l'assumer pleinement, de faire après comme Fano. Le reste, tout est écrit, on va le lire et on avance. Merci. On n'y participe pas, on va finir par la subir. C'est comme la révolution industrielle. Aujourd'hui, on dépend forcément des pays les plus avancés sur le plan industriel parce qu'on n'a pas forcément participé de façon active à cette révolution. L'éthique sont une révolution numérique. Et cette révolution est en train d'avancer et de prendre de l'avance, en fait, une avancée assez considérable. Si l'Afrique et les Africains ne participent pas de façon beaucoup plus active à cette révolution numérique, on va finir par la subir et à partir de ce moment, on va subir les conséquences exactement. Donc c'est en comprenant cela qu'on n'a pas voulu attendre 2015 ou 2020 pour être vraiment des NTS sur la toile. C'est à partir de ce moment qu'on s'est dit qu'on se lance et on n'attend pas les politiques, on n'attend pas les autorités, on n'a pas besoin d'être financé pour avancer sur ce domaine-là, puisque c'est un domaine ouvert. Ils ont fait l'historique politique et démocratique du Sénégal, pour dire en fait avant les indépendances et autres. Je peux bien faire l'historique de l'évolution de l'informatique et du système d'information au Sénégal, mais j'ai juste envie de dire en fait qu'il y a 10 ans, une information, elle est vieille quand on la consomme le soir au JT du 20h, elle est vieille de 4h ou de 6h, parce qu'on est obligé d'attendre le JT de la RTS ou d'une chaîne de télévision pour suivre l'information. Aujourd'hui, l'information, dès qu'elle tombe, elle est consommée et partagée, repartagée par des millions de personnes en un temps record. C'est un monde interconnecté, c'est un écosystème informationnel. À partir de ce moment, on n'a pas besoin d'attendre des gens, on n'a pas besoin aussi d'aller vers eux. On fait, et ils sont obligés de venir nous rejoindre parce qu'on partage le même espace. On partage la même toile et c'est Internet. C'est pour cette raison, en fait, à la différence du M23 et de Y'en a marre, on a été beaucoup plus à l'aise en fait dans le déploiement de notre démarche et de notre stratégie. La plateforme, je l'ai conçue à partir de mon lit sur ma machine. Après, il a fallu juste l'héberger sur un serveur. Ensuite, la stratégie, il fallait la déployer sur Internet à travers les réseaux sociaux. On sait que c'est beaucoup plus simple quand on se retrouve avec 4000 amis, 5000 amis sur Facebook, avec 1000 ou 2000 ou 4000 followers sur Twitter et beaucoup d'internautes qui regardent nos vidéos sur Internet. Quand Malal se fait agresser, par exemple, sur la place de l'Indépendance, si je suis sur place avec mon smartphone connecté au 3G et je diffuse la vidéo sur YouTube en un temps record, CNN est au courant, France 24 est au courant, Al Jazeera et les autres télévisions sont au courant et peuvent reproduire l'information en un temps record qui est accessible au monde entier sans pour autant que je quitte la place de l'indépendance. Cela veut dire tout simplement qu'on avait un rôle à jouer. On n'avait pas besoin d'en parler pour inciter les gens à venir nous rejoindre, mais on savait que si on exécute notre feuille de route et qu'on y va à fond, les autres vont nous rejoindre parce qu'ils sont obligés et ils n'ont pas eu le choix. Cette révolution, il faut qu'on y participe et de façon beaucoup plus activée, beaucoup plus citoyenne pour montrer en fait que la jeunesse africaine et sénégalaise n'a pas besoin d'attendre que des idées ou bien des initiatives viennent des autres et nous soient imposées. C'est cela, et c'est à partir de ce moment que je dis bien qu'il y a des mots au niveau de la connectivité, au niveau de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux au niveau du Sénégal, mais on a aussi une utilisation qui peut en être faite, qui pourrait faire participer l'Africain et le Sénégalais de façon beaucoup plus efficace avec cet outil qui est à sa disposition. Par rapport à la censure des cyberactivistes sur Internet, on a la chance, au Sénégal, on n'a pas connu cela.
Moi, je peux dire en fait que ce que je peux raconter par rapport à notre expérience et par rapport à mon expérience personnelle, c'est la difficulté qu'on avait à couvrir certains événements et certaines manifestations. Parce qu'on n'est pas des journalistes, on n'a pas de carte de presse. Mais il fallait prendre un risque. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas voulu trop prendre de temps pour détailler là-dessus. Il nous a fallu confectionner de fausses cartes de presse que j'ai toujours avec moi. Et il fallait utiliser ces fausses cartes de presse pour descendre sur le terrain et couvrir les événements. On ne connaît pas le statut de blogueur au Sénégal, on ne connaît pas le statut de cyberactiviste au Sénégal et on ne sait pas qui est cyber ou social activiste. À un moment donné, les gens, ils s'en foutaient en fait. On peut même bien être journaliste et être maltraité. J'ai toujours des vidéos des journalistes qui ont été maltraités par la police et des journalistes blessés que j'ai filmés parce que j'étais tout simplement avec ma fausse carte de presse que les policiers n'arrivaient pas à identifier. Donc c'était un risque à prendre. Mais le risque aussi, on sait aussi qu'il y avait des dangers parce qu'un de nos observateurs, de nos volontaires a été une fois attrapé par la police et ça ne s'est pas bien passé. On sait ce que ça fait, il m'a lancé quelque chose, mais il y a eu plus de peur que de mal, il s'en est bien tiré. Donc c'est pour dire en fait qu'il fallait qu'on s'implique de façon réelle. La stratégie, elle est déployée sur la toile, elle est virtuelle, la feuille de route, elle est virtuelle, les outils sont des outils numériques, mais l'impact, il faut qu'il soit réel. C'est cela la stratégie de Sunu 2012. Et pour la censure, je dirais qu'on ferait mieux de ne pas trop en parler pour ne pas trop mettre l'idée dans la tête de ces autorités-là qui n'ont pas encore commencé à faire. Et j'en profite pour rebondir à ce que M. disait tout à l'heure. Ce qu'on attend des autorités et des institutions, c'est pour qu'on puisse démocratiser l'accès à la connexion, à la connectivité, l'accès à Internet, que chaque Sénégalais puisse accéder à Internet à partir de son téléphone. Bientôt, on sera dans un univers interconnecté, ce qu'on appelle l'environnement symbiotique ou l'environnement interconnecté. À partir de ce moment, on ne sera plus sur des navigateurs ou bien sur des pages web. On sera dans l'univers qui est interconnecté avec des nanos et tout ce qui est... Bon, je ne vais pas trop détailler dans ce sens, mais c'est pour vous dire qu'en fait, qu'il y a 10 ans, pour être connecté, il fallait être abonné à Métis Sakana ou bien payer une heure de connexion à 2500 francs. On se souvient tous de Arc Informatique et des autres providers. On est en 2012 et pour se connecter, il faut juste un téléphone, un petit smartphone qui coûte peut-être 60 000 ou 70 000. Mais dites-vous bien que dans 5 ans, dans 10 ans, on sera dans quel environnement, dans quel univers? Ce ne sera plus le Wi-Fi, puisque le Wi-Fi est accessible. On est dans un resto lambda à côté, on se connecte sans payer. J'ai été à Tunis, on nous fait payer la connexion à l'hôtel, alors que la Tunisie est beaucoup plus avancée sur le plan infrastructure que le Sénégal. Le Sénégal est en avance par rapport à ça. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'après la victoire de Sunu 2012, nous avons eu à faire un peu le tour du monde comme Y'en a marre pour exposer le modèle sénégalais, le modèle de la e-révolution sénégalaise et le modèle de la soft révolution sénégalaise. Ce n'est pas vraiment connu par les politiques, mais ils ont l'œil sur nous et ils savent ce que nous faisons et ce qu'on est en train de dérouler. Donc, pour revenir à ça, il faut que l'Internet soit démocratisé et que les autorités en charge de ce volet puissent aussi nous aider dans ce sens. Et à partir de ce moment, l'information diffusée sera accessible à celui qui est à Fongolémi ou à Ourossogui, qui n'a pas forcément la possibilité d'utiliser une machine ou bien une connexion au cyber. À partir de son téléphone, il sera connecté et il aura l'information. On s'était dit durant les élections en fait, que c'était très compliqué de couvrir les élections et de surveiller, de faire du monitoring à partir des bureaux de vote. Juste 5 minutes. Quelqu'un d'entre nous avait développé une application sur mobile qui permettait à un Sénégalais d'être, par exemple, à Tamba et d'envoyer un tweet ou un post sur Facebook sans pour autant être connecté. C'est de l'ingéniosité africaine. C'est une innovation. On n'a pas besoin d'appeler un ingénieur français pour le faire. L'expertise est sur place. Les idées sont sur place, il faut juste qu'on ose et qu'on aille de l'avant pour ensuite les réaliser. Bravo. Dans un monde ouvert, notre pays a aussi eu la chance d'avoir des journalistes très bien formés, très bons, même s'il y a beaucoup de brebis galeuses, il y en a de très bons. On a eu une élite politique qui, quoi qu'on en dise, il y en a parmi eux qui sont foncièrement attachés à l'esprit républicain et à l'état de droit. Il y en a eu. On en a trouvé et ça nous a beaucoup aidé. Il y a des intellectuels qui croient fortement, Fadel peut témoigner, et Malal aussi. Le 23 juin, vous saviez qu'on tenait une occasion fondamentale de faire tomber Wade à 18h ou 19h.
Il suffisait de dire aux jeunes quitter l'Assemblée nationale, allez le sortir du palais. On nous a même dit que l'avion présidentiel serait en train d'être retouché à l'aéroport parce que le gars, il était persuadé que c'était fini pour lui. Si on était seulement des va-t-en-guerre, on aurait pu organiser les jeunes pour leur dire allez au palais. Deux choses se seraient passées. Ou personne ne les touche, ils arrivent au palais, Wade s'enfuit, ou les forces de l'ordre les stoppent à coups de balles réelles, ça aurait fait un massacre. Dans les deux cas, Wade serait parti. On s'est tellement battu devant l'Assemblée nationale pour qu'à la fin, lorsqu'on nous a informé que la loi a été retirée, nous tous, nous avons dit aux jeunes, c'est fini, mission accomplie. Le président qui est au palais, il a été élu démocratiquement, il a un mandat à finir. Nous venons de finir ce que nous cherchions, rentrons chez nous. Et Fadel et moi, je ne sais pas s'il se souvient, nous avons marché de la place devant l'Assemblée nationale jusqu'à Ponty ensemble pour aller voir les camarades qui étaient arrêtés et ils devaient répondre aussi au commissaire Arounassi qui le cherchait pour l'arrêter probablement. Donc, ça, je crois que ça a été un élément déclencheur, ça a été un élément fondamental que le Sénégal doit garder. Sur l'exportabilité du modèle, pour finir là, nous avons déjà reçu des amis du Kenya. C'est vous qui êtes Kenya. Ils étaient venus de quelques groupes de la société civile Kenya pour d'autres choses. Ils en ont profité pour rencontrer un groupe du M23 pour dire comment vous avez fait et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et nous avons échangé là-dessus. Deux groupes sont venus du Mali. Un groupe pro-putsch, pro-militaire, un autre groupe plus libre, plus citoyen. Sont venus aussi à la RADDHO pour dire aux Sénégalais, à nous, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, pas que vous exportiez le modèle, mais pour qu'on apprenne aussi de ce que vous avez fait, afin qu'on sache avec notre contexte comment faire les choses. Donc c'est possible parce que nous-mêmes, si nous avons réussi à faire ce que nous avons fait, c'est parce que nous sommes allés à la rencontre d'autres réalités hors du Sénégal pendant plusieurs années et que ce sont ces sommes d'expérience qui nous ont permis... Nous avons appris de la société civile nigérienne. Absolument, absolument. De partout, nous avons aussi appris. Donc, je crois que d'autres peuvent aussi apprendre. Maintenant, la dernière question, parce que, et ça, je n'ai pas de réponse, mais on ne m'avait jamais posé cette question. Et c'est... Je ne sais pas comment dire. Quelqu'un m'a dit, si Wade avait gagné les élections, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est très embêtant parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Ça aurait été extrêmement compliqué. Mais franchement, on nous pose la question, c'est une sorte de colle. Nous étions préparés à quoi? Nous étions préparés à nous battre parce que nous pensions que Wade n'avait pas le droit sur le plan constitutionnel d'aller à cette élection et nous étions prêts à mener toutes les batailles constitutionnelles légales, non violentes, parce que la violence nous a été imposée par le pouvoir. Nous ne la cherchions pas. Nous étions prêts à mener toute cette bataille légale pour l'arrêter. Et c'est ce que nous avons fait. Lorsque nous sommes allés au dernier moment, Fadel, on a échangé la veille. Lorsqu'il a dit finalement, nous, Y en a marre, on appelle pour aller aux élections, c'est la veille, on ne peut plus arrêter le processus. Je n'étais pas aussi persuadé que lui. Je lui ai dit, Dieu fasse que vous ayez raison. Parce que si vous appelez pour aller aux élections et que quelque chose se passe et qu'il n'y a plus d'élections, ça peut peut-être vous décrédibiliser. Dieu a bien fait les choses. On est allé aux élections sans savoir ce qui se passerait. On se disait que c'est ça qui peut sauver le pays. Allons-y. Et on y est allé au premier tour. Et Wade a été mis en ballottage. Il ne pouvait pas passer. Et donc, comme on a eu la chance du deuxième tour, nous savions tous qu'il ne pouvait plus passer. Parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir remporter le deuxième tour. Et ensuite, toute notre, bataille a été de fédérer les forces de l'opposition pour qu'elles soutiennent Macky Sall. Ce n'était pas évident non plus. Beaucoup nous disaient, il n'est pas question, c'est le traître. Il a refusé les mots d'ordre, il est allé battre campagne. Vous n'avez pas le courage de lui le dire, donc on ne le soutient pas. Il nous a fallu aussi des nuits blanches jusqu'à 4h ou 5h du matin, enfermés dans des salons avec eux, les hommes politiques, pour leur dire, oubliez vos égos et vos partis. Macky est notre seule chance, même s'il était le diable. Il est la seule chance que nous avons pour que Wade parte. Aidons-le, qu'il fasse partir Wade, on aura atteint nos objectifs, en tout cas sur ça, et on se retourne, comme ils disent, pour faire face à Macky. Et c'est ce qui est en train de se passer. Macky sera le président le plus contrôlé. Voilà, merci beaucoup. Can I add 10 seconds? Are you going to end? Yeah. Okay. Je veux juste... Non, je voulais juste revenir sur une chose qui me paraît extrêmement importante. C'est la date de 2022.
Mais non, il ne faut pas trop en parler. Non, je ne parle pas de ça. Je veux juste dire la chose suivante. Oubliez, parce que ce pays-là, moi je commence à comprendre plein de choses. Tant que vos idées sont en truc et vous êtes en train de le préparer, autant trop ne pas insister là-dessus. C'est des choses qu'on ne devrait même pas dire pour l'instant, parce qu'officiellement, on ne l'a pas... Et je sais que demain, tu verras, vous allez voir des choses. Après, on dira, oui... Je donne un exemple très simple. On a créé le mouvement Y en a marre le 16 janvier 2011. Le 17, tous les noms de domaine, yanamar.sn, yanamar.com étaient déjà pris. Ces choses-là, c'est très compliqué. Et comme nous, on n'est pas très fort là-dessus, c'est comme ça. Comme tant qu'on est en train de fabriquer des choses là. Parce que Senghor avait réussi quelque chose d'extraordinaire. L'an 2000, à Toubna Tangala. C'est à ça que je voulais en venir. On se tourne, mais baille le nom avec moi. Bon, comme c'est démocratiquement demandé, je vais lui faire part de mes réflexions en privé. Très bien. Voilà, merci. Je vais quand même ajouter à l'image de ce que Cheikh disait tout à l'heure là. La question là, je n'ai pas répondu. Mais parce que nous avons une approche différente, que c'est intéressant d'en parler à des chercheurs. Nous, on n'a jamais imaginé que Wade resterait après ces élections-là. Parce que nous avions créé toutes les conditions à notre niveau pour qu'il ne passe pas. Parce que le plan d'As Fananel, qui a consisté à inscrire les jeux sur les listes électorales, Fananel Das a retiré les cartes, ne pouvait être utile qu'en bout du compte qu'il faut aller voter massivement pour qu'ils partent et sortir donc nos armes. Et puisque nous avons des armes, nous n'étions pas d'accord avec le M23 qui pensait qu'il ne faut pas aller à l'élection. On dit non, nous on sort nos armes. Parce qu'eux ne le comprenaient pas comme ça. Mais comme on était persuadés de nos armes, les cartes d'électeurs, on était sûr de cette ultime arme-là, il fallait la sortir. Première chose. Deuxième chose, on s'était dit, après le deuxième tour, le débat dans Y en a marre, c'est que est-ce que Wade est le candidat qui doit aller au deuxième tour? Est-ce que ce ne sera pas Moustapha Agnès qui arrive troisième et Macky Sall? C'était le débat dans Y en a marre. Pour dire que tellement on avait exclu Abdoulaye Wade. Mais beaucoup de doyens sont venus nous raisonner pour nous dire qu'il ne faut pas déstabiliser. C'est déjà fini. Si vous sortez ce débat-là et que vous commencez à se mettre sur la rue, ça va déstabiliser le pays. Et comme on a une bonne chance d'en finir, allons-y. Et c'est pourquoi nous avons continué notre programme à travers Wallo Askanui et Dogali pour en finir. Et ça, on l'a fait sans avoir discuté avec Macky Sall. Au moment où les chefs Djei se battaient pour les regrouper autour de l'essentiel, nous, on était convaincus qu'on poursuit le combat pour que Macky sache qu'on ne le fait pas pour lui. Mais on continue sur le même principe, on continue le même travail, même si ça a l'avantage. On le fait sans lui. Et après qu'on l'a lancé, il est venu nous voir, on a dit, OK, heureusement, on est dans ce programme-là et ça semble que ça vous avantage. Mais sache qu'aussitôt après, on continue, même si tu es élu, on continue sur le même projet. Donc c'était exclu pour Wade, mais en même temps, on s'était préparé au cas où Wade, par extraordinaire, nous forcerait, parce que s'il restait, c'est qu'ils allaient forcer les Sénégalais. Et on lui avait dit au préalable, il ne faut pas forcer. De manière cool, en musique, il ne faut pas forcer. Et s'il avait vraiment forcé, alors on aurait vraiment forcé nous aussi. Mais heureusement, Dieu merci, on n'est pas arrivé là. Thank you very much, our panelists. And time is not on our side. I think we can linger around a little bit. I see some beverages for us to chat a little bit and continue the conversation. And I'm thankful. And I see we have an opportunity to support the group. Please buy shirts and CD here. All right. Thank you very much to Kodesha and to all of you. Madame. Un instant. Et comme nous, on n'a ni or ni argent, mais on a au moins la science. Et donc, nous allons vous remettre, chers collègues, chers amis, quelques documents que nous allons vous remettre à l'occasion de votre passage ici au Codestria. Voilà.